Alors, vous savez qu'il y a 1000 définitions de ce qu'est le symbolique. Il y a autant de définitions du symbolique qu'il y a d'anthropologues, philosophes, psychanalystes, évidemment je pense à Lacan et à d'autres. Bon. Moi, elle n'est pas particulièrement originale, je l'emprunte à Paul Ricoeur. Le symbolique, c'est la réserve de sens. C'est tout. Et j'estime que là-dessus, nous avons déjà dit beaucoup de choses, très riches. Le symbolique, c'est le langage. Bon, pas que le langage, bien sûr, la peinture. Mais le langage, pourquoi ? Parce que le langage a pour fonction, a pour destin de désigner. Il désigne, il identifie, il désigne, il identifie, et il définit. C'est ça le langage, ça sert à ça. Bon. Je veux dire le langage parlé, bien sûr, et je veux dire le langage écrit. Bon, pour le moment, je ne ferai pas de différence entre les deux. Donc l'oralité et l'écrit. Les animaux n'ont pas accès au symbolique, ils ont accès à d'autres choses très riches. Nous, oui. Nous verbalisons. Bon, nous verbalisons et nous écrivons parce que nous avons à dire le monde. Bon, un anthropologue dirait que nous avons à le décrire. Notre fonction, c'est ça, hein, nous. On décrit le monde, c'est tout. Alors, toute la question est de savoir avec quoi. Toute la question est de savoir avec quoi on décrit le monde. Bien. En dehors du jeu de mots qui dirait, ben moi je prends un porte-plume, hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Avec quoi ? Avec des mots qui viennent de la langue, que nous parlons, la langue française, nous, en l'occurrence nous. Ce sont des catégories qui sont propres à la discipline. Je sais pas, je prends culture, je prends civilisation, je prends religion, ce sont des catégories qui sont propres à l'anthropologie et qui font partie de notre background, de notre usine à fabriquer des catégories en anthropologie. Très bien. Parfois très riches, parfois très très riches, parfois pauvres, et parfois pauvres, je veux dire indigentes, qui n'ont pas une signification profonde, et parfois tellement flou, qu'il y a à boire et à manger dedans. Prenez le concept de culture, ou la catégorie de culture, il y a à boire et à manger dedans, tellement c'est indéterminé. Notons bien cela. Je commence à faire une critique du vocabulaire de l'anthropologie, parce qu'il est très souvent ou pauvre, enfin indigent, ou il est riche, mais parce qu'il a emprunté des concepts à une discipline qui n'est pas la sienne. Je prends identité. Identité, c'est un des plus vieux concepts de la philosophie. Ou parfois, c'est tellement vague, flou et indéterminé, que ça veut dire tout et son contraire. Un grand philosophe américain du XIXe siècle, Charles Sanders Peirce, disait que les sciences humaines et sociales, donc il pensait à l'époque, on est en 1880, par là, donc il pensait à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, peut-être à la philosophie aussi, à la linguistique. Il disait que la grande faiblesse des catégories employées par les sciences humaines et sociales, c'est que c'était des concepts flous, vagues, vague, il disait en anglais. Tellement vagues que, bien sûr, c'est intéressant de les utiliser, parce qu'ils existent, mais ils veulent dire absolument tout et n'importe quoi. Alors il faut s'en méfier. Ça n'a rien à voir avec les concepts qu'on utilise en physique ou en chimie, qui sont d'une exactitude, d'une précision implacable. Bien. Fort de cela, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la catégorisation, donc c'est un problème épistémologique, dans la catégorisation du discours anthropologique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut employer des concepts autres. Il faut aller les chercher ailleurs, ou en forger de nouveaux, enfin je n'en sais rien, mais voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le symbolique utilisé par l'anthropologie, par la langue anthropologique. Elle utilise bien une dimension symbolique du langage, évidemment, elle utilise le langage, qui est l'instrument parfait du symbolique. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas parce que c'est souvent approximatif.
Je vous donne un exemple simple. La religion, pour ne pas parler du religieux, qui n'est pas la même chose. Prenons l'exemple du sacré. On a voulu prendre des catégories qui sont propres à nous, la religion, le religieux, le sacré, et les exporter pour faire parler des cultures et des sociétés, par exemple africaines. Mais la religion n'est pas un concept propre aux pratiques religieuses de l'Afrique noire, par exemple, de l'Afrique noire, subsaharienne. Prenons le sacré. Quand dans une société tout est sacré, tout, absolument tout, de A à Z, mais plus rien ne l'est, puisque pour qu'il y ait une distinction, il faut bien qu'il y ait une séparation pour désigner les choses, il faut compartimenter les choses en disant, voilà, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Mais si tout est sacré, plus rien ne l'est. Donc nous avons utilisé, sans doute souvent sans le faire exprès, des catégories qui étaient inadaptées aux sociétés et aux cultures que nous étudions. Souvent, la plupart du temps même. Ce qui m'est arrivé à moi aussi, pour la Martinique. Ce qui est arrivé à beaucoup d'amis africanistes qui me le disent. Et à qui d'ailleurs on fait des reproches, en disant tu emploies là une catégorie qui n'est pas propre à notre culture. Il faudrait en changer. Bon, bref. Donc je me suis dit, faudrait-il se tourner vers une autre langue pour voir comment ça fonctionnerait autrement. Juste pour voir comment ça fonctionnerait autrement. Est-ce que je peux décrire mieux ce que j'ai à décrire, moi ethnologue, pour la Martinique ou pour une autre société si j'y vais un jour? Est-ce que j'aurais une possibilité de décrire mieux avec une autre langue, ou en conservant la même langue, mais en introduisant dedans une dimension qui n'est pas propre à l'anthropologie? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, à la Martinique, il y avait des manières de décrire les saisons. Il pleut beaucoup, par exemple. Les types de pluie, les paysages, les couleurs qui changent, certains gestes, des rapports à certaines plantes, des fougères qui font 4 mètres de haut, qu'on ne voit pas ailleurs, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'autre manière de décrire. Et c'est comme ça que l'idée de la langue poétique, comme langue du détour et du détournement, m'est venue. Au fond, qu'est-ce que c'est écrire un poème? Qu'est-ce que c'est un poème? Vraiment pour aller très vite, et pour... je ne veux pas appauvrir le débat, mais bon, c'est... je peux dire les choses comme ça, mais je peux les dire aussi autrement. Voilà, un poème, c'est ça. C'est autrement dit, un poème. C'est une allégorie. C'est qu'en grec, c'est ça que ça veut dire. C'est je le dis comme ça, mais après tout, je ne suis pas obligé de le dire comme ça, je pourrais le dire autrement. Et encore autrement. Je suis libre, là. Tous les grands poètes, Valéry, Rimbaud, Mallarmé le disent. Ils disent, bon, je ne suis pas contraint de le dire comme ça. Il n'y a pas de contrainte. Mais il y a une contrainte dans la langue anthropologique. Si vous êtes en train de décrire une prière, les gens sont en train de prier, vous allez dire prière. Même si le mot prière ne correspond pas à ce que eux ils entendent par là, mais que ça correspond à ce que moi j'entends par là. Bon. La poésie, c'est une manière de dire de manière autre la même chose que je pourrais dire autrement. La preuve, c'est que je peux revenir après dessus, si j'ai à décrire, par exemple, je ne sais pas moi, une saison des pluies, et je vais la dire encore autrement. Et puis après, il y aurait encore une autre saison des pluies, plus longue, plus courte, plus intense, que je dirais encore autrement, puis ainsi de suite. Alors l'exigence de la langue poétique m'est arrivée comme ça. J'entends maintenant au niveau plus profond que la narration du vécu de tout à l'heure. Bon. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une exigence théorique, quoi, pour le dire autrement. Et maintenant même, je ne me vois pas écrire de l'ethnologie comme je l'écrivais il y a 40 ans. Alors, pourquoi anthropologie et poésie? Pourquoi ce livre, qui est le dernier, avant-dernier, parce que l'autre est paru en italien, mais c'est un livre à 5, puisqu'un de nos amis est mort, qui s'appelle Sur l'identité, sous l'identità, et qui est paru à Turin il y a à peine 3 mois. Où j'ai écrit un livre
sur quelle est la différence entre eux et nous, puisque c'est le fondement même de l'identité. Eux et nous. Qui est ce nous? C'est vrai que c'est très intéressant de savoir le nous. Parce que qui il inclut? Ça peut être les gens de mon quartier, hein. Ça peut être les Français d'origine française pure, ça peut être les Français mais qui ne sont pas d'origine française pure. Qui est le nous? Alors c'est là-dessus que je m'interroge. Mais revenons au livre en français. Pourquoi anthropologie et poésie? Titre qui n'est pas de moi, parce que je voulais poésie et anthropologie. Mais l'éditeur a dit non, anthropologie et poésie. Et pourquoi l'effondrement du symbolique? Là aussi, question intéressante. Alors, voilà le problème. Anthropologie et poésie, qui est un livre, paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit, qui est paru il n'y a pas longtemps, hein, difficile à lire, un peu compliqué, un peu alambiqué, un peu tortueux. C'est parce que j'ai remarqué que, voilà la problématique centrale. Il y avait, je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'anthropologie on peut l'appeler une discipline. La poésie, je ne crois pas qu'on puisse l'appeler une discipline. Alors disons, les deux manières de dire. Voilà, comme ça on sera très neutre. Les deux manières de dire, la manière de dire anthropologique, la manière de dire poétique, non seulement ne sont pas si éloignées et séparées l'une de l'autre, mais qu'elles se rejoignent sur un point de bascule qui est à la fois une pierre d'achoppement, mais qui est à la fois aussi un moment de rencontre. C'est qu'elles parlent toutes les deux, ces deux langues, au fond, de la même chose, qui est la notion de présence. C'est la présence. Quand on décrit, nous ethnologues, nous décrivons ce que nous avons devant nous, devant nos yeux. Le meilleur exemple, c'est Malinowski, c'est notre modèle. Il est là, il dit voilà, je décris ce que j'ai. Ils sont en train de danser comme ça, alors il décrit tout dans la danse, tout. Mouvement du corps, absolument tout. Les mimiques, c'est extraordinaire. Malinowski, c'est du cinéma vivant. Bon. Et ainsi de suite pour les grands descripteurs. Enfin, on décrit ce qu'on a sous les yeux. Que fait le poète? En tous les cas, le poète classique, on va le dire jusqu'à la moitié du XXe siècle. Bon, il décrit ce qu'il a sous les yeux. Même un Mallarmé qui pourtant, c'est un spécialiste du contour, et du contournement et du détour, je voulais dire le détour. Et le détournement, quand il dit j'ai une fleur, j'ai décrit la fleur. Même si au fond je ne la décris pas vraiment. C'est comme si je l'avais sous les yeux, même s'il ne l'a pas sous les yeux. C'est comme si. Bon. C'est un art du comme si, la poésie. Voilà, c'est un art du comme si. C'est exactement ça que je voulais dire. Mais il n'en demeure pas moins que dans les deux cas, malgré les différences, on veut décrire une présence. Comme si on était là. Comme si on était là. Alors il y a... D'où il est parti ce livre? Il est parti de la lecture simultanée de 3 livres. Ernesto De Martino, le grand ethnologue italien, un livre magnifique qui s'appelle La fin du monde. Un livre de Rupert Stache, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, qui est là, justement, que j'avais sorti, pour vous le montrer. Society of Others, sur les Korowai, c'est ça, voilà, grand livre. Et le livre d'Edward Ocon, How Forests Think, comment les forêts pensent, qui a été traduit, je ne savais pas, c'est moi qui l'ai traduit au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Bon. Ça, plus la fin du monde, de quoi parlent tous ces 3 livres? Qui sont 3 grands, à mes yeux, 3 moments importants de l'anthropologie, disons moderne et contemporaine. Bon, le livre d'Ernesto De Martino est plus ancien, évidemment. Il parle de la notion de présence. Il remarque que chez les Runa, aussi bien chez les Runa d'Amazonie équatorienne que chez les Korowai de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la vie en société est une vie qui tourne autour du problème de la présence et de l'absence. Et ils ont une vision de la présence qui n'est absolument pas la nôtre. Mais pas du tout. Pour nous, la présence est une présence toujours spatio-temporelle. Il faudrait être fou pour dire « Ah, mais M. Legrand n'est pas présent face à M. Affergan aujourd'hui. » Si, il l'est, on le voit là. On peut le toucher, il est spatio... Ben, il y a des tas de sociétés et de cultures au monde où c'est pas du tout ça la présence. Mais pas du tout. Idem d'ailleurs quand Ernesto De Martino parle de la présence sur son terrain, en Lucanie.
dans le sud de l'Italie. La présence est un déséquilibre existentiel. C'est une fragilité permanente. Une chose est présente, ou une chose est présente à soi, ou elle est présente tout court, ou à soi, alors qu'on est profondément angoissé par le fait qu'on va la perdre. Une chose est présente, oui c'est vrai, l'être cher par exemple est présent, l'être que l'on aime, ou l'animal, mais on sait qu'on va le perdre. Donc la présence est déjà abîmée, perforée, percutée par l'angoisse de la perte. C'est extraordinaire. Alors que, en principe, nous ne sommes pas comme ça. Comme nous sommes présents à, ou que nous sommes présents tout court, on est présent tout court. Voilà. Présent dans une salle de cinéma, oui, j'étais bien là de 2h à 4h, etc. Eh bien, il y a beaucoup de cultures et de sociétés au monde où ça ne se passe pas comme ça. Et la présence, c'est pas uniquement, et c'est là que j'ai découvert grâce à la poésie, c'est pas uniquement la chose qu'on a sous les yeux pendant le temps où je l'ai sous les yeux. 2 minutes, 1 heure, plus, moins. Non, pas du tout. D'abord, ça peut être une présence intemporelle, donc une présence absente. Donc elle n'est pas sous mes yeux, non, elle est dans mon imagination. C'est une figure, c'est une image, la présence. Mais je peux la décrire, hein. Très bien, je ferme les yeux et je la décris, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Alors je me suis posé la question de savoir, est-ce que la richesse de ces métaphores présentielles, de ces métaphores qu'on emploie beaucoup en poésie, est-ce que cette richesse ne pourrait pas me servir comme instrument, comme concept opératoire pour les descriptions anthropologiques? Est-ce que véritablement, quand je décris ce que j'ai sous les yeux, ils sont en train de danser, là, de boire, de vomir? Il y a une scène comme ça chez Malinowski qui est absolument extraordinaire, où dans l'observation participante, on lui dit « Viens, tu vas faire la même chose que nous. Tu veux nous comprendre? Ah ben, il faut faire la même chose que nous. Observation participante. Tu vas venir danser et vomir, comme nous, ou faire tout comme nous. » Il y a donc dans la notion de présence une fragilité ontologique, une fragilité existentielle, qui fait que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas ce bloc, c'est comme pour l'identité tout à l'heure, c'est pas ce bloc inentamé, sans fente, sans aucune fente, bloc fermé sur lui-même, que nous avons sous les yeux, facile à décrire, parce qu'il ne bouge pas, il est fixe. Non, c'est pas du tout ça la présence, ni l'identité d'ailleurs. C'est une espèce de fluidité qui est en permanence traversée par des crises. La présence, c'est une crise. Voilà, c'est une crise. Et c'est une crise existentielle. C'est oui, je suis présent comme ça maintenant, mais je vais mourir. Oui, mais ça va disparaître. Oui, je suis riche maintenant, c'est présent. Oui, mais je vais peut-être perdre tout. C'est la prescience de la perte. Cette prescience de la perte, c'est une chose extraordinaire que vous trouvez dans pas mal de... Et on le trouve chez les Runa, chez les Koroa, et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que c'est à des milliers de kilomètres, et on la trouve dans la crise existentielle que traversent les habitants de la Lucanie quand on lit des Martineau. Voilà ce que j'ai voulu dire dans Anthropologie et Poésie. C'est cela, c'est une anthropologie de la présence, mais pas du tout au sens où on entend la présence. Voilà, pour me résumer.